Encore un accident spectaculaire s'est produit au rond-point des Mamelles. À l'origine, un camion frigorifique dont le chauffeur a perdu le contrôle du volant. Il a du coup percuté un taxi qui roulait dans le sens inverse, provoquant du coup un carambolage et un embouteillage monstre. Fort heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais quelques blessés légers, comme en attestent ces images. Voici le témoignage des deux conducteurs. Les propos sont recueillis par Chérif Dia. Moi, je conduisais tranquillement mon taxi. Arrivé jusqu'au rond-point des Mamelles, j'aperçois le camion frigorifique qui vient du sens inverse. J'ai tout fait pour l'éviter, mais il a fait des tonneaux et a fini sa course sur nous. Grâce à Dieu, je suis sain et sauf. Et j'ai même aidé le client que je transportais à sortir. Je suis le conducteur du camion frigorifique. Je venais du côté du rond-point situé au monument de la Renaissance africaine. Je ne pouvais pas contrôler le camion en ce moment et je ne voulais pas non plus tuer personne. C'est pourquoi j'ai préféré renverser le camion, sachant que j'allais m'en sortir. Et puis, une information qui vient juste de nous parvenir. Sachez que Pape Diop, président du Sénat, et Farba Senghor, ex-ministre sous le régime de Abdoulaye Wade, ont été entendus ce matin à la section de recherche de la gendarmerie. C'est dans le cadre de l'enquête sur l'enrichissement illicite. Je vous le disais en titre, bientôt la DIC et la section de la recherche de la gendarmerie vont reprendre du service. Pour cause, le procureur de la République vient d'annoncer la réactivation des enquêtes judiciaires concernant les audits 2008. De hauts dignitaires du défunt régime sont visés, parmi eux, Awa Ndiaye, ex-ministre de la Famille. Et pour rappel, ces audits avaient été suspendus au début de l'année 2011 sur instruction du garde des Sceaux d'alors. C'est un récit d'Adiatala. Les présumés pilleurs de deniers publics peuvent avoir du souci à se faire. Pour cause, le procureur de la République semble déterminé à poursuivre les audits jusqu'au bout afin de faire la lumière sur la gestion des affaires publiques. Dans un communiqué signé hier, Ousmane Diagne révèle que plusieurs diligences ont été ordonnées par le parquet. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre de l'exécution de la politique pénale définie par le nouveau régime et visant une meilleure répression des infractions portant sur les deniers publics. Ainsi, le traitement des audits de 2008, suspendu depuis le 11 janvier 2011, sur instruction du garde des Sceaux d'alors, est réactivé. Sont visés entre autres Awa Ndiaye, ex-ministre de la Famille et de la Solidarité nationale, Bara Sadi et Amadou Kane, respectivement ex-directeur du port et ex-président du COSEC, mais aussi Baylawan, ex-directeur général de la LONASE. Le procureur de la République confie dans son communiqué que les procédures relatives au dossier d'enquête en cours ont été transmises à la DIC et à la section de recherche de la gendarmerie. Autre point abordé dans le document, les procédures en cours d'information judiciaire. Ces procédures concernent les rapports d'audit relatifs à la société de Dakar Demdik, au ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, outre l'agence de développement municipal. Et nous reparlons de l'affaire des véhicules de la présidence de la République. Aminata Tall, le secrétaire général de la présidence, a publié la liste de véhicules supposés détenus par l'ancien régime. Par ces véhicules, des 4x4 de l'escorte présidentielle et des véhicules acquis dans le cadre de l'OCI en 2009. La secrétaire générale de la présidence de la République somme les présumés fraudeurs à rendre les véhicules pour éviter toute suite pénale. Daniel Diouf. La secrétaire générale de la présidence de la République entend tirer au clair la situation du parc automobile de l'État. Il s'agit des véhicules acquis par don reçus de gouvernements amis. Autres véhicules concernés, ceux acquis pour le compte de l'État. Dans la première catégorie, les véhicules ont fait l'objet d'une rétrocession. Dans la deuxième, il s'agit de véhicules acquis pour le compte de l'État, mais distribués à de hautes autorités, des hommes d'affaires, des militants ou sympathisants. La secrétaire générale de la présidence de la République déclare que le président sortant avait mis à la disposition du ministre de l'économie et des finances un lot de véhicules reçus dans le cadre de l'OCI. Certains pas cédés à leur valeur réelle. C'est le cas d'une Mercedes vendue à une quarantaine de millions hors taxes. Son prix réel, 139 800 000. La période électorale, la période des largesses. Selon Aminata Tall, l'État avait acquis 630 véhicules, 585 livrés,
une bonne partie distribuée à des fins électoralistes. Pour la secrétaire générale, point de doute, il s'agit d'un patrimoine de l'État. Des véhicules acquis sur un fonds spécial de 6,5 milliards. La liste des révélations n'est pas exhaustive. Aminata Tall annonce que des dispositions rigoureuses seront prises pour édifier le peuple. Et pour elle, il n'y a ni acharnement, ni règlement de compte, encore moins de la haine. Aminata Tall a invité les mis en cause à restituer les véhicules présumés volés pour éviter des poursuites pénales. Et nous reparlons tout à fait d'autre chose. Séquestré hier par des agents du COUD, le nouveau directeur a fait face à la presse pour apporter des éclaircissements sur le renvoi de ces 200 contractuels recrutés, dit-il, de façon illégale par son prédécesseur Sitor Ndour. Écoutons à ce propos Abdoulaye Diouf Sarr, il est le nouveau directeur du COUD. Il est interrogé par Fatou Bintou Konté. Nous sommes sous la menace, à la limite, d'une partie des agents temporaires qui étaient engagés dans les différents services du COUD et qui ont fait l'objet d'une mesure de révision de leur contrat. Nous sommes entrés en profondeur pour nous rendre compte, et ça a été pour nous une désagréable surprise, que à partir du mois de mars, il a de manière industrielle signé un nombre impressionnant de contrats, plus de 200 contrats signés. Mais des contrats non seulement qui engagent le budget 2012, mais au-delà du budget 2012, qui vont jusqu'à 2013-2014. Autre temps fort de l'actualité de ce jeudi avec le collectif national des pêcheurs artisanaux qui demande à l'État de revoir les autorisations de pêche. Le CNPS souhaite également la baisse du prix du carburant et la mise en place de centrales d'achat, mais aussi des conseils d'administration. Objectif recherché, développer la pêche artisanale. Abdoulaye Diop est le président du CNPS. Il est interrogé par Maïmouna Ndiaye. Arrêter les accords de pêche. Premièrement, de diminuer le prix des moteurs, diminuer le prix de l'essence et le bois et tout matériel de pêche. Parce que la pêche artisanale au Sénégal est très importante pour ce pays. C'est la pêche artisanale qui nourrit le Sénégal. Donc, l'État du Sénégal doit appuyer les pêcheurs sénégalais pour que la pêche puisse se développer. Et puis, 20e édition de la commémoration du témoignage du Boursine Coumba Ndoffène Diouf, les 7 et 13 juin 1963. Il s'était opposé respectivement à l'exil de Serigne Touba et à la tentative de dissimulation d'armes dans la concession du fondateur du mouridisme. Un récital de Coran et une exposition sont au programme à Diakhaoussine et Touba Darou Marnam. Nyokho Baye Diouf est le président de leur association. Nous l'écoutons au micro d'Adi Atala. C'est le 6. Il y a ce qu'on appelle la nuit du partage. Mais avant la nuit, il y a une exposition d'un jeune artiste qui est à Diakhao, qui est en train de peindre. Et le 13, on l'a fait tout simplement parce que ça n'aurait pas été Boursine Coumba Ndoffène qui a protégé la maison du cheikh avec ses preux. Probablement, les chefs traditionnels ou bien même d'autres personnes allaient y introduire des armes. Il y aura tout simplement, on va mettre l'accent sur ce que le cheikh, comment dirais-je, Khadimou Rassoul aimait partager avec ses disciples. Les khasaïds, le Coran et des recueillements dans pratiquement des mausolées qui sont à Touba. Je vous le disais en titre, plus d'un an après la tenue de la 3e édition du Festival mondial des arts nègres, son budget global n'est toujours pas connu du public. Le journal L'Enquête révélait dans sa parution du mardi un scandale à hauteur de 43 milliards de francs CFA dans l'organisation de l'événement, et cela grâce à des décrets directs signés par l'ex-président de la République. Interpellé sur la question, Maître Abdoulaye Wade déclare, selon son porte-parole, qu'il attend avec impatience le résultat des audits. Chérif Dia. Le mystère continue d'entourer le budget de l'organisation de la 3e édition du Festival mondial des arts nègres. Sur la base des documents qui existent au ministère des Finances, nous sommes en mesure de dire que le Festival mondial des arts nègres a déjà englouti 74 milliards et le compte n'est pas encore terminé. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous prononcer sur des chiffres. Nous attendons que l'audit soit terminé, que l'inspection générale nous dise
voilà les sommes récoltées, voilà ce qui a été dépensé. S'il y a déficitaire ou excédent, on pourra le savoir. Mais au moment où nous parlons, il est totalement exclu pour nous de vouloir nous prononcer sur tel ou tel autre sujet. Dans son édition du mardi, l'enquête avait révélé la signature de 2 décrets d'avance par Abdoulaye Wade à hauteur de 43 milliards de francs CFA sans l'avis du Parlement. Je vous donne la position du président Abdoulaye Wade. Il faudrait d'abord savoir et retenir que c'est lui, le président Wade, qui avait demandé à l'IGE de mener l'audit du Festival mondial des arts nègres, le 3e du genre. On n'a pas encore reçu le rapport, encore moins le pré-rapport. Il est donc totalement exclu pour lui de se prononcer sur quelque question que ce soit. En 2008, le Parlement avait autorisé 5 milliards pour le FESMAN. En 2009, les députés ont autorisé 10 milliards. En 2010, ils ont autorisé 18 milliards. Ce cumul-là fait 33 milliards. Mais à côté, il y a 43 milliards de francs CFA qui ont été prélevés sur d'autres budgets de l'État du Sénégal à partir de ce qu'on appelle des décrets de virement de crédit. Abdoulaye Wade avait dans sa conférence de presse du 25 mai précisé que sa fille Sindiély n'avait eu à gérer que 200 millions de francs CFA. Nous savons tous ceux qui étaient impliqués dans l'organisation du Festival mondial des arts nègres. Il appartiendra à l'inspection générale d'État ou aux inspecteurs qui seront désignés par les autres actuels d'interroger tout ce beau monde-là. Et à la suite justement de cette audit, les Sénégalais sauront combien a été dépensé, sauront également qui a fait quoi. D'importants moyens financiers ont été utilisés pour l'organisation du FESMAN 3. Il reste aux organes de contrôle d'édifier l'opinion. Éducation à présent, plus que quelques mois avant la tenue des examens du BFM et du baccalauréat dans les établissements publics, un dispositif spécial est pris pour terminer les programmes à temps. Au lycée mixte Maurice Delafosse, la composition du premier semestre a été annulée. Un réaménagement dans le programme de français est aussi en vue. Aminata Mbaressaou et Madani Marega. C'est la course contre la montre au lycée mixte Maurice Delafosse. Cette rencontre des professeurs de français en est une illustration. Bousculés par la longue grève, ces enseignants sont obligés d'alléger le programme du cours de français. On n'est pas quand même exactement au courant de ce qui a été allégé, mais on parle d'un allègement du programme. Aujourd'hui, nous savons là où il faut mettre l'accent. Il est clair que quelqu'un qui veut réussir ou aider ses élèves à être dans les conditions les meilleures pour affronter l'examen du baccalauréat, devra naturellement mettre l'accent sur les exercices et sur les méthodologies. Bien entendu, il y a la poésie, on l'a déjà faite, il y a le roman, on l'a déjà fait. Je suis actuellement en train de dérouler le cours sur le théâtre. Dans cet établissement public, les élèves ne feront pas la composition du premier semestre. Nous avons passé dessus, mais nous avons des notes qui peuvent tenir lieu de composition du premier semestre. Donc, de composition, on ne parle plus, mais nous avons les notes qui feront office de notes du premier semestre. Nous sommes en retard dans le programme par rapport à la période de l'année où nous en sommes, mais c'est sûr que sur les 2 mois qui viennent, c'est-à-dire juin et juillet, nous avons largement le temps de revenir à niveau. Au cours Anne-Marie Javoué, l'atmosphère est tout autre. Ici, la moitié du programme est déjà terminée. Nous avons effectivement fait les compositions de ce premier semestre depuis le mois de février. Les élèves ont reçu les résultats du premier semestre au mois de mars. Et nous avons commencé le second semestre, naturellement, que nous allons bientôt terminer d'ici la fin du mois de juin. On va faire un emploi du temps allégé pour leur permettre de se reposer, de récupérer et de préparer également le combat du 7 août. Les établissements publics font aujourd'hui les frais de la longue grève des enseignants. Des réaménagements dans le programme semblent nécessaires pour aider les élèves à surmonter la pression des examens. Et puis, ce 31 mai est la journée internationale de lutte contre la cigarette. Chaque année, on enregistre des millions de morts dans le monde. Au Sénégal, le tabagisme touche davantage les jeunes, un phénomène désastreux qu'il faut à tout prix combattre selon les acteurs de la santé et de lutte contre le tabagisme. Nafissatou Silla et Ibou Sissé. Le tabac tue chaque année 6 millions de personnes dans le monde.
Au Sénégal, le tabagisme a connu une hausse significative. Aujourd'hui, ce phénomène touche de plus en plus les adolescents. Ceux qui fument commencent à fumer à partir de 11 ans. Quand nous allons dans les écoles, dans le cadre de nos campagnes, souvent, quand on pose la question aux jeunes, on leur dit, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont fumé? Presque des élèves de 6e, la moitié des classes lèvent la main. Les effets de la cigarette ne sont pas moindres. Les jeunes sont cependant les plus exposés aux conséquences. Soit il mourra d'un cancer, donc cancer du poumon, cancer de la gorge, cancer de la bouche, cancer de la vessie, cancer du sang. Donc les jeunes effectivement fument très tôt. Ceux qui fument très tôt, c'est l'âge scolaire, hein, c'est 10 ans, 11 ans, ils commencent déjà à fumer. Donc avant 40 ans, ils ont déjà toutes les maladies que je viens de vous décrire. Ça, c'est quelque chose de très inquiétant. Ces adeptes du tabac qui l'ont fumé pour du simple plaisir disent regretter leur premier contact avec la cigarette. Quand je suis les méfaits de la cigarette, c'était trop tard parce que j'étais devenu dépendant. J'ai essayé d'arrêter 3 fois de suite. Toutes les 3 ont échoué. Aujourd'hui, je m'engage à faire la 4e et la bonne tentative. Les acteurs de la santé et de lutte contre le tabagisme imputent la responsabilité aux industries de tabac qui, à leurs yeux, ont favorisé l'accessibilité de ce produit toxique. Les cigarettiers sont en train de transférer dans nos pays toute la production de tabac. Donc c'est nous qui, malheureusement, qui en payons les pots cassés. Dans tous les coins du pays, les gens fument. Dans les écoles, on fume. Dans les établissements de santé même, on fume. Le 31 mai est la journée mondiale de lutte contre le tabac. Une journée pour dire non aux horribles méfaits. C'est également, pour certains, un nouveau départ pour une vie sans cigarette. Souvenir, 10 ans déjà que l'équipe nationale du Sénégal faire une vitesse, presque une course de 30 à 40 mètres avant de lui dériver une passe décisive, très décisive, qui a libéré, on peut dire, le peuple sénégalais. On s'est levé le matin de bonne heure. Bon, à 6 h du matin, après la prière, tout le monde s'est mis devant la télévision. Et ça n'arrive pas d'habitude, hein, ça on le sait. Voilà, donc bon, on avait déjà sorti les guinards là et tout ça, donc les poulets et tout, parce qu'on s'était dit qu'on va battre les Français. Donc on s'est dit, Sénégal, le Sénégal en phase finale de Coupe du Monde, une grande première en 2002, une mission qui s'annonçait compliquée. Car pour le baptême de feu, les Lions affrontaient la France, détentrice du trophée. Aujourd'hui, on peut l'appeler comme c'était une seconde indépendance pour le Sénégal. La France était championne du monde en titre, avec des attaquants à l'époque qui étaient les meilleurs buteurs de leur championnat. Thierry Henry était le meilleur buteur en Angleterre, Djibril Cissé était le meilleur buteur en France, Trezeguet était le meilleur buteur en Italie. Malgré cela, le Sénégal a su sortir le grand jeu pour battre la grande France avec la manière. Plus d'une décennie après cette victoire historique, que de nostalgie pour l'épopée 2002. Aujourd'hui, beaucoup de changements ont été notés. Objectif, redonner au football sénégalais son lustre de 2002. Et oui, pour parler de cette victoire historique, sachez que la direction des sports de la TFM organise en ce moment même une fête à l'honneur de ces braves internationaux à l'époque de 2002. Une cérémonie rehaussée par la présence de hautes personnalités du monde sportif. Comme vous l'apercevez sur ces images, l'ex-coach des Lions, Amara Traoré, est également présent. Joseph Ndong, ministre des Sports en 2002. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération nationale de football. Et spécial consacré à cette victoire sur la France en 2002. Ce sera tout de suite après votre magazine d'information, l'incontournable. Le focus à présent, renforcer les capacités des États membres de la CEDEAO en matière de lutte contre le terrorisme. C'est l'ambition affichée par l'organisation sous-régionale. À cet effet, un cours de renforcement pilote sur le contre-terrorisme organisé conjointement par la commission de la CEDEAO, l'Institut d'études de sécurité et le Sénégal a été dispensé aux forces de sécurité de la sous-région. Émile Diouf et Ababakar Kamara étaient à la cérémonie de clôture. Comme vous le savez, l'actualité de notre région est marquée par de graves crises. D'une part, en Guinée-Bissau, où le déploiement de troupes de la CEDEAO est en cours, et d'autre part au Mali, où la situation qui prévaut fait penser, comme l'a déclaré fort justement le président Yahi Boni, président en exercice de l'Union africaine, à un risque de création d'un Afghanistan ouest-africain.
Il nous faut donc faire face. Faire face, le mot est lâché. Face à la menace terroriste qui plane sur la sous-région, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est tout l'enjeu de cette formation sur le contre-terrorisme. L'objectif de cette formation est de jeter les bases d'un programme de renforcement des capacités des États ouest-africains en matière de lutte contre le terrorisme. Cette formation a été initiée par la commission de la CEDEAO en collaboration avec l'Institut des études de sécurité d'Afrique du Sud. La formation vise entre autres à définir des standards communs à tous les pays de la CEDEAO dans le domaine du terrorisme en général et du contre-terrorisme en particulier. 19 jours de formation avec des experts de haut niveau, les bénéficiaires affichent leur satisfaction. Ça m'a apporté un plus, parce que ça m'a fait prendre davantage conscience du phénomène du terrorisme qui arrive dans notre sous-région ouest-africaine. Ce séminaire nous a permis d'en savoir un peu plus sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Une satisfaction que partagent l'ensemble des participants, pour qui ce séminaire est un pas très important dans la stratégie de lutte contre le terrorisme à l'échelle de la sous-région. À présent, nous recevons sur ce plateau le lieutenant-colonel Abdourahmane Dieng. Il est également le chef de la division de sécurité régionale de la CEDEAO. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on parle de menaces terroristes dans la sous-région. Nos forces de défense sont-elles bien outillées pour faire face à cette menace? En ce qui concerne justement donc le Sénégal, on peut dire effectivement que les institutions en place sont effectivement bien en place, sont bien justement donc rodées pour pouvoir faire face à d'éventuelles attaques de nature terroriste de manière générale. Disons plutôt notre approche au niveau régional, mais plutôt en exergue l'idée de coopération entre les 15 États membres de la CEDEAO, parce qu'on se dit que la nature de ce phénomène, la manière dont il se manifeste, est telle justement donc qu'il faut nécessairement une mise en commun. Comment se manifeste ce phénomène? Un terroriste peut être justement donc à Abuja, planifier justement donc son activité à N'Djamena et réaliser cela justement donc en Côte d'Ivoire. Et quand de telles manières d'agir se passent, il faut nécessairement donc que de concert, que les pays concernés dans une région déterminée se mettent ensemble, mettent leurs moyens en commun pour pouvoir justement donc donner une réponse appropriée à un tel phénomène qui est extrêmement dangereux par rapport justement donc à la stabilité et à la sécurité de notre région. Voilà, maintenant vu l'état de nos frontières, très poreuses parfois, il faut le dire, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'infiltration de djihadistes au Sénégal? Je ne dirais pas non, mais je ne peux pas justement donc être affirmatif. Mais quand le risque justement est tel que les institutions d'un pays comme le Mali se sont carrément effondrées face à la poussée terroriste, tout est possible. Tout est possible, c'est pourquoi justement au niveau de la CEDEAO depuis 2009, nous avons décidé de nous doter d'une stratégie régionale de contre-terrorisme, d'un plan d'action et d'une déclaration politique. Mais en plus, nous avons décidé de mettre en place un manuel de formation destiné aux forces de défense et de sécurité pour être prêts. Prêts et mettre justement donc l'avantage de notre côté pour qu'au moment justement donc où quelque chose se passerait, qu'on ait justement les moyens de réponse adaptés à la situation. Vous sortez d'une session de formation pour renforcer la capacité des forces de sécurité de la sous-région. Maintenant, comment comptez-vous vous y prendre? Nous avons commencé justement donc durant ces 14 jours à renseigner les forces de défense et de sécurité, les représentants du moins en provenance des 15 États membres et de la Mauritanie, sur les enjeux, sur les manifestations, les caractéristiques, mais également sur les méthodologies qu'il faut utiliser en matière d'enquête, les législations qui sont applicables, et même le rôle qu'il faut donner justement dans ce cadre-là aux médias, dans le cadre justement de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit en fait de présenter un certain nombre de matériels, lesquels matériels devraient être présentés à des experts. Ces experts ont été réunis, ils l'ont apprécié, ils ont donné justement donc ce qu'ils pensaient être la terminologie correcte, ce qu'il fallait songer, et au bout du compte, ce document, ainsi discuté pendant plus de 15 jours, va faire l'objet d'une validation par les instances supérieures de la CEDEAO. Une fois validé,
on va le mettre dans ce que nous appelons le curriculum de formation de nos forces de défense et de sécurité pour qu'on ait un langage commun sur l'ensemble des 15 États membres de la CEDEAO. Justement dans la sous-région, et vu la proximité du Sénégal avec des pays tels que le Mali et la Mauritanie, et au vu de ce qui se passe aujourd'hui au Mali également, est-ce que le Sénégal est à l'abri d'une contagion islamiste? Je dirais qu'aucun pays justement dans une région déterminée concerné par le terrorisme n'est à l'abri. Le terrorisme, on avait l'habitude de dire que c'est une réalité qui concernait d'autres pays. Aujourd'hui, on l'a juste devant nous, c'est à notre porte. Il s'agit tout simplement de traiter cela comme un phénomène de sécurité qui demande, selon notre démarche au niveau de la CEDEAO, 3 étapes essentielles. Une étape de prévention, parce que la menace est réelle, il faut prendre cela au sérieux, mais aussi être outillé par rapport justement donc, à une éventuelle réponse si le phénomène devenait inéluctable. Et si cela justement arrivait réellement, qu'on arrive par exemple à des attaques, qu'on puisse rétablir l'ordre, rétablir la confiance, rétablir justement donc les éléments, les fondamentaux qui font la stabilité d'une société. Et donc tous ces éléments-là, nous travaillons justement donc à les mettre en marche. Vous dites qu'aucun pays n'est à l'abri, mais le Sénégal quand même, le Mali et la Mauritanie sont des pays limitrophes du Sénégal. Est-ce sur ce point, le Sénégal n'est pas le plus exposé d'une contagion? Le Sénégal est certainement exposé, mais il n'est pas plus exposé qu'un autre pays membre de la CEDEAO. C'est l'ensemble des 15 États membres de la CEDEAO qui sont aujourd'hui concernés. Le président Yahi Bouni en parle en termes de nouveau Afghanistan. Nouvel Afghanistan justement donc au niveau de l'Afrique. C'est un phénomène sérieux, mais je crois et je suis convaincu que la stabilité des institutions du Sénégal permet d'augurer justement donc de lendemain heureux. Si jamais éventuellement quelque chose se passait, je crois qu'on peut faire confiance à nos institutions pour pouvoir tenir et donner la réponse adéquate s'il le fallait. Merci beaucoup, monsieur. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le lieutenant-colonel Abdourahmane Dien. Il est le chef de la division sécurité régionale de la CEDEAO. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ainsi se referme la page consacrée à l'actualité de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes en compagnie de la télévision.